Quand on fait des bêtises, on est puni. Par chance, les châtiments corporels sont depuis longtemps interdits. L'État dispose d'un système judiciaire pour poursuivre les mauvais comportements et administrer des sanctions. Mais punir, est-ce vraiment la solution? The fact that we derive pleasure from seeing others being punished and from administering those punishments seems to indicate that there's a very biologically based and deep-seated mechanism. Quand on fait du mal aux autres, la balance de la justice est déséquilibrée. Alors, la sanction a-t-elle pour but d'offrir une compensation à la victime? Ou vise-t-elle à rendre le coupable meilleur? Die Forschung weist eindeutig darauf hin, dass viele der Interventionen, die ganz stark in Richtung von Strafe, Abschreckung gehen, dass die eher einen schädlichen Effekt haben. Et si les punitions n'avaient pas l'effet escompté? Sans elles, y aurait-il moins de crimes? Les humains ont toujours fait preuve d'inventivité pour les punitions, surtout au Moyen Âge. Par exemple, un boulanger qui confectionnait des pains jugés trop petits devait subir en guise de châtiment ce qu'on appelait le baptême du boulanger. On le plongeait plusieurs fois dans l'eau, puis il était lapidé par l'assistance. Au Moyen Âge, le châtiment était un spectacle violent et surtout public. Ein Grund dürfte darin gelegen haben, dass es im Mittelalter noch keine effektive Strafverfolgung gab. Eine effektive Strafverfolgung, eine Polizei, wie wir sie heute kennen, die entwickelt sich so richtig erst im 18. Jahrhundert. Wurde aber im Mittelalter beispielsweise nur einer von 100 Straftätern tatsächlich dann auch am Ende verurteilt, dann brauchte es eine besonders drastische Strafe, um auch noch mit dieser einen aufgeklärten Tat einen Abschreckungseffekt in der Gesellschaft zu erzielen. Il fallait éviter que les citoyens aient de mauvaises idées. Les pécheurs avaient de plus la possibilité d'expier leurs fautes, en d'autres termes, d'être sauvés. S'étant écartés de la voie de Dieu, ils étaient sans cela voués aux enfers. Fort heureusement, les sanctions ont changé. Mais qu'en est-il de leurs objectifs? On ne doit pas enfreindre les règles, et le cas échéant, tout contrevenant doit être puni. Autrement, personne ne respecterait la loi, n'est-ce pas? One way that we can learn more about how people cooperate is by making simple models that are games that people can play in which they can make money or lose money. One of these games is called the public goods game, in which several players come together in order to engage in a project. Each participant is supposed to contribute resources to help the project succeed, and assuming that it is a good project, everybody will reap richer rewards from cooperating in this project together. Everybody can decide how much they want to contribute to the investment to begin the project. Maybe they won't contribute anything at all. Peu importe l'apport initial de chacun, à la fin, tous les participants se partagent les gains. On peut aussi ne rien apporter et malgré tout tirer parti de la communauté. Un peu injuste, non? Alors pourquoi ne pas sanctionner les profiteurs? By punishing those offenses, they brought about a situation where the crimes were not committed again. The offenders realized that they would lose more by not cooperating than they could gain by taking advantage of the others. When offenders could not be punished, people left the cooperation, stopped working on the project, and that entire little society of gain and benefit rapidly disintegrated. Cela peut être dans l'intérêt de la communauté de punir les comportements déloyaux qui sapent la coopération. Il en va de même dans le sport. Des règles clairement établies sont valables pour tout le monde.
Sans cela, rien ne peut fonctionner. Logique, donc, que cela nous agace quand ces règles sont enfreintes et qu'un participant n'est pas fair-play. The reward centers of the brain, the parts of the brain that are active in giving us feelings of pleasure from things that we enjoy in life, those same centers are also active when people engage in or even observe criminals being punished. It's something that evolution has shaped us to do. Le désir de sanction n'est pas l'apanage de l'être humain. De nombreux êtres vivants en communauté possèdent leurs règles et leurs sanctions. Par exemple, à l'intérieur d'un nid de guêpes, les mauvais travailleurs doivent subir les foudres de la reine, l'organe punitif suprême. Le châtiment fait partie de la nature des êtres sociaux, même si notre façon de punir est quelque peu différente de celle des animaux. We have many more complex institutions that we have engineered into our societies than any other animals that we know about. And therefore, our degrees of freedom, our range of possibilities in terms of what we can do in order to increase cooperation. Pas besoin d'affronter nous-mêmes nos agresseurs pour rétablir l'ordre. Cette tâche, nous l'avons confiée à l'État. Seulement, que signifie rétablir l'ordre? Préserver l'équilibre moral? Prévenir les entorses à la règle? On creuse la question depuis le siècle des Lumières. Damals wie heute gibt es zwei große Lager innerhalb der straftheoretischen Debatte. Das eine, das sind die Retributivisten, die Vergeltungstheoretiker, und das andere sind die präventiven Straftheorien, die strafen wollen, um abzuschrecken. Dahinter verbirgt sich eine grundsätzlich andere Vorstellung davon, was eigentlich der Sinn und Zweck der Strafe ist. Le philosophe Emmanuel Kant avait une position claire sur le sujet. Selon lui, un délit crée un déséquilibre moral. L'État doit donc répondre par une sanction aussi lourde et rétablir l'équilibre, peu importe les conséquences. Kant illustre son propos par la parabole de l'île. Une communauté insulaire doit quitter son île, mais ces geôles abritent encore un meurtrier. Les habitants peuvent le libérer et l'abandonner sur l'île, où il ne pourra plus faire de mal à personne. Ils peuvent aussi l'exécuter avant le départ, ou bien le laisser en prison. Et vous, que feriez-vous? 40 à 61% d'entre vous libéreraient le meurtrier. La majorité des Français le laisseraient tout simplement en prison. Et en Allemagne, 39% se disent favorables à l'exécution. Voilà qui irait dans le sens de Kant, pour qui tout dépend de la gravité de l'acte. La réponse à un délit très grave doit être en adéquation. Pour un meurtre, ce serait donc la mort. Ganz anders nach präventiven Straftheorien, die blicken, wenn Sie so wollen, in die Zukunft und wollen verhindern, dass in Zukunft Straftaten begangen werden. Es geht gerade darum, durch Strafe gesellschaftliche Sicherheitsinteressen zu bedienen. Dans notre parabole, le meurtrier pourrait être libéré à titre préventif puisqu'il ne pourrait plus tuer personne par la suite. Pas de quoi satisfaire Emmanuel Kant, car le méfait ne serait pas vengé à sa juste valeur. Toutefois, bien que très divisés sur le sujet, les philosophes des Lumières s'accordaient sur un point. Les tortures et supplices ne sont ni justes ni dissuasifs. Mais au Moyen-Âge, la police n'existait pas encore. Il y avait donc très peu de chances d'être arrêté. Difficile dans ce cas d'empêcher les voleurs de commettre leur larcin. Es ist nicht so, dass irgendwie alle Aufklärer Philanthropen waren und Menschenfreunde und jetzt die Straftäter besonders sanftmütig behandeln wollten. Es ist eher so, dass die Rationalität bestimmter inhumaner, grausamer Strafformen hinterfragt wurde. Il a fallu trouver autre chose que la douleur pour servir de sanction. Alors l'être humain a opté pour un concept très spécial. La privation de liberté. Un concept de la juridiction moderne. Voilà comment est née la peine de prison. Avec plus de justice et moins de crimes à la clé? Commençons par la justice. Si on punit les voleurs en leur coupant la main, impossible de différencier celui qui a volé une pomme de celui qui a commis un vol brutal en bande organisée. L'emprisonnement est plus pratique. Plus le délit est grave, plus long est l'emprisonnement. De quoi décourager la récidive?
Bien sûr, si un voleur est en prison, il ne risque pas de braquer une banque. Mais tôt ou tard, il sera relâché. Et là, wenn man zum Beispiel jugendliche Straftäter ins Gefängnis schickt, damit die mal sehen, wie sieht denn das eigentlich aus, vielleicht auch als abschreckende Maßnahme. Und die Jugendlichen dann wieder entlassen werden, sind die Rückfallraten höher als bei Jugendlichen, bei denen man gar nichts macht nach leichteren Delikten oder die einfach Sozialstunden leisten. la privation de liberté est pourtant censée faire peur et empêcher de commettre de nouveaux délits. Les sanctions aboutiraient-elles à l'inverse de l'effet escompté? Diese Idee, je schlimmer die Strafe ist, desto doller bereue ich dann auch, die funktioniert nicht, weil das umschlagen kann in eben dieses Empfinden, dass ich dann das Opfer bin, weil ich ja diese schlimme Strafe ertragen muss. Und die ist ungerecht. Und damit habe ich dann gar nichts gewonnen an Reue. Revenons un peu en arrière. Les philosophes des Lumières auraient-ils cédé à la facilité? Man muss fairerweise sagen, dass man sich am Anfang nicht besonders viel Gedanken darüber gemacht hat, was tatsächlich mit den Straftätern in diesen Anstalten passiert. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts kommt die Forderung auf, tatsächlich so etwas wie Resozialisierung zu betreiben. Comparons à nouveau la société au sport. Un joueur commet une faute sur le terrain, direction le banc de pénalité pour une exclusion temporaire. Il doit réfléchir aux règles afin de réintégrer au plus vite l'équipe. Mais attendez un peu. On exclut les malfaiteurs pour qu'ils puissent mieux réintégrer la société. Ce ne serait pas un peu contradictoire? Sie werden von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen. Sie verlieren in der Regel ihre Arbeitsstelle, sie verlieren ihre Wohnung. Der Kontakt zur Familie, zu Freunden ist eingeschränkt. There's a terrible cost to that separation of criminals from society. The idea that putting somebody in prison is a humane punishment is something that requires careful examination. Priver un individu de sa vie sociale. Telle est l'idée de la peine de prison. Cela peut sembler juste et faire peur aussi. Mais il n'est pas encore question de réinsertion. Sommes-nous face à un dilemme? En punissant les autres, poursuivons-nous des objectifs qui, au bout du compte, se contredisent? Pas forcément. Denn am Anfang steht die Strafandrohung. Die verfolgt klarerweise das Ziel der Abschreckung, künftige Straftaten sollen verhindert werden. Dann gibt es das Moment der Strafverhängung und der Strafzumessung. Die dienen klarerweise dem Schuldausgleich, also der Vergeltung. Die Schuld des Täters ist die Grundlage der Strafzumessung. Und dann ist am anderen Ende des Spektrums der Strafvollzug. Der ist stärker von Gedanken der Resozialisierung und Besserung des Täters getragen. En Allemagne, on s'efforce de concilier tous les aspects. Côté français, en revanche, on mise tout, en théorie du moins, sur la réinsertion. Pour les deux pays, l'objectif de l'emprisonnement est clair. Réapprendre aux détenus à se plier aux règles. Mais est-ce vraiment efficace? Les condamnés quittent-ils la prison en tant que joueurs respectueux des lois? En France comme en Allemagne, les chiffres ont de quoi faire douter. 3 anciens détenus sur 5 récidivent après quelques années. Ce taux est particulièrement élevé dans les affaires de vol, suivi de près par les coups et blessures et les délits liés à la drogue. Chez les agresseurs sexuels, plus d'un individu sur 4 récidivera. La réinsertion aurait-elle déjà atteint ses limites? Dass der Strafvollzug besonders schlecht darin ist, Leute zu resozialisieren, kann man daraus aber noch nicht so 100%ig ableiten, weil wir bei der Bestimmung der Strafe so einen Selektionsprozess haben, dass man eben irgendwie guckt, welche Leute eine Freiheitsstrafe brauchen, weil das, was sie gemacht haben, eben so schlimm ist. Und das heißt, dass wir eben ja vielleicht die schwierigsten Fälle in den Strafvollzug schicken. Ici, le principe de la réponse adéquate prôné par Kant reste valable. La sanction doit être proportionnelle à la gravité du méfait. Ce sont surtout les cas extrêmes qui écopent de longues peines de prison. Dann sind sie an einem Ort, wo andere Menschen entscheiden, wann sie aufstehen, wann sie essen, welchen Tätigkeiten sie nachgehen, ob sie eine Arbeit bekommen, welche Arbeit sie bekommen, wann sie mit den Angehörigen telefonieren dürfen.
Sie haben ihren Alltag nicht planen müssen, sie haben nichts organisieren müssen und dann werden sie aus der Strafanstalt entlassen, stehen da und auf einmal sind sie wieder selber verantwortlich für ihr Leben und sollen all das wieder können. Franz Bieberkopf, le héros de l'adaptation du roman Berlin-Alexanderplatz, incarne mieux que nul autre la désorientation qui suit la remise en liberté. All diese Menschen und dann die Stadt. Die Welt und ich. Jetzt mach keine Schwierigkeiten, Junge. Wirst du schon wieder zurechtfinden. Mais le Berlin des années 1920 avait bien changé. La capitale était devenue plus moderne, plus violente. Incapable de s'adapter à cette nouvelle réalité, Franz retombe dans ses anciens travers. À cela s'ajoute la pression psychologique, car un enfermement de plusieurs années n'est pas sans conséquences. In der Haft beobachten wir dann als neu hinzukommende Störungsbilder vor allen Dingen solche Belastungssymptome wie eben depressive Episoden oder Stress- oder Angstsymptome. C'est là tout le dilemme de la punition. Vol, meurtre, viol. Les victimes de tels actes attendent à raison une réponse adaptée. Par ailleurs, la privation de liberté complique la réinsertion. Est-il possible qu'au bout du compte, elle entraîne davantage de récidives et donc davantage de victimes? Et si oui, quelle autre voie suivre? Dort, wo es Möglichkeiten gibt, präventiv anzusetzen, dort, wo Menschen Auffälligkeiten zeigen, wo eine Situation aus dem Ruder läuft, das sind alles Situationen, wo wir als Gesellschaft gut dran tun, hinzuschauen und auch zu reagieren. Und das Reagieren muss ja nicht immer sein, zu strafen. Das Reagieren kann auch sein, zu unterstützen. Das Reagieren kann sein, dass jemand einer angemessenen Behandlung zugeführt wird, zum Beispiel wenn jemand ein Gewaltrisiko hat, weil er psychisch krank wird. Dans la vie, tout le monde ne démarre pas avec les bonnes cartes en main. Aider ceux qui sont moins avantagés peut être plus utile que de les menacer. Thérapie, sevrage, aide à la recherche d'emploi. Ces solutions peuvent-elles réduire le nombre de délits? Selon certaines études, les délinquants bénéficiant d'un accompagnement assidu récidivent moins que les autres. Chez les délinquants sexuels, par exemple, une thérapie prévient une rechute sur 5 et sauve donc de futures victimes. Alors, faudrait-il remplacer les prisons par des centres thérapeutiques? Bon. Personne n'apprécierait de voir le meurtrier d'un ami relâché dans la nature. Peu de gens sont capables d'accepter une telle injustice. Mais une chose est sûre, plus les détenus sont soutenus, moins ils risquent de déraper à nouveau. Wenn jemand nicht über eine abgeschlossene Ausbildung verfügt, hilft das natürlich, wenn jemand in der Strafanstalt die Zeit nutzen kann, um eine anerkannte Ausbildung zu absolvieren. Peut-être faudrait-il que la punition entrave moins la réinsertion. Pour cela, certains pays font en sorte que le quotidien des détenus se rapproche des conditions de vie extérieures, et donc de la liberté. La Norvège va encore plus loin, notamment dans la prison de haute sécurité de Halden et dans celle de Bastøy, située sur une île. Des centaines de dangereux criminels y sont incarcérés dans des conditions qui simulent la vie extérieure. Ils cuisinent ensemble et jouissent d'un certain nombre de libertés. Sur l'île, les détenus peuvent se déplacer comme ils le souhaitent, faire du vélo et même aller à la plage. La Norvège entend ainsi faciliter leur retour à la vie normale. Et il n'y a pas que cela qui explique un taux de récidive inférieur à 20%. Was man am Beispiel Norwegen auch gut sieht, ist generell ein Bekenntnis zu einem sehr hohen Personalschlüssel. Ich kann einen Strafvollzug mit sehr wenig Personal am Laufen halten, aber dann sind die Gefangenen viel eingeschlossen, sind wenig beobachtet, wenig gefördert und sich selbst überlassen. Dans les établissements scolaires d'autrefois, un enseignant pouvait aisément gérer une classe avec une main de fer et des instructions strictes. Mais cette forme d'éducation n'est plus en phase avec nos conceptions actuelles. Les enfants ont davantage de liberté d'action, ce qui réclame plus de personnel. En prison, c'est la même chose. On pourrait doubler les effectifs, mais cela doublerait aussi les coûts. Alors pourquoi ne pas envisager d'envoyer moins de gens en prison pour limiter les dépenses? En France, c'est l'inverse qui se produit. Le nombre de détenus ne cesse d'augmenter. Le taux d'occupation des prisons hexagonales dépasse actuellement les 142%.
En Allemagne, en revanche, le nombre de détenus chute depuis 2 décennies. In Deutschland haben wir also praktisch hier alle Verurteilungen nach Erwachsenenstrafrecht. Und 80% davon sind schon seit Jahren Verurteilungen zur Geldstrafe. Und von diesen übrigen ungefähr 20% Freiheitsstrafen werden über die Hälfte wiederum direkt zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, der kleinste Teil sind tatsächlich Freiheitsstrafen, die sofort vollstreckt werden. In Frankreich ist es so, dass dieser Anteil von Freiheitsstrafen deutlich höher ist an allen Verurteilungen und Geldstrafe deutlich niedriger. Und dann haben wir natürlich dann letztlich mehr Leute, die ins Gefängnis reingehen. Plus d'amendes, moins de peines d'emprisonnement. Voilà qui permettrait de mieux prendre en charge les cas graves dans les établissements pénitentiaires. Les autres ne passeraient pas par la case prison, ce qui aurait de nombreux avantages pour eux. Aus Sicht des Straftäters ist ein wesentlicher sicherlich derjenige, dass der Straftäter nicht so stark sozial stigmatisiert wird, wenn er nur eine Geldstrafe zahlen muss, im Vergleich zu einer womöglich mehrjährigen Haftstrafe. L'idée est séduisante. Mais ne risque-t-on pas de se retrouver avec une justice un peu trop clémente ? Une victime s'est vue infliger des souffrances à long terme et le coupable s'en sort avec une simple somme d'argent à payer et en prime une thérapie. Tout cela est-il vraiment équitable ? Dieser Einwand, dass das so eine Art Kuscheljustiz ist und dass es irgendwie den Leuten zu einfach gemacht wird, den finde ich mindestens mal schwierig, weil das häufig außer Augen lässt, dass schwere Straftaten sehr selten vorkommen. Und bei schweren Straftaten gibt es eben diese Kuscheljustiz typischerweise nicht. Ich möchte mich natürlich als Opfer einer Straftat auch gehört fühlen und ernst genommen fühlen. Und die Frage ist, wie wir das eigentlich machen, ob die Strafjustiz in Deutschland dafür gut ausgerüstet ist, ob das überhaupt der richtige Ort ist. One way of helping to restore the welfare of the victims of crime is through restorative justice, where criminals make a direct attempt to feel the pain and suffering of the victims of what they've done. Au lieu de s'en remettre entièrement à l'État, les victimes reprennent le contrôle de la situation et confrontent elles-mêmes les coupables en leur exposant les conséquences de leurs actes. C'est ce qu'on appelle la compensation entre auteurs des faits et victimes. Une pratique qui peut avoir un effet puissant, d'un côté comme de l'autre. Weil ich da vielleicht erfahre, warum, wieso, weshalb das passiert ist. Ich erfahre aber auch als Person, die den Schaden angerichtet hat, wirklich vielleicht mal, was das bedeutet, dieser Schaden. Also, was habe ich eigentlich mit dieser Person gemacht? The fundamental basis of restorative justice is that very few people who commit crimes are evil in their fundamental nature. Most criminals, again, engage in crime because they don't have the opportunity to achieve what they need in life through fair and honest ways. Il ne suffit pas de se concentrer sur la sanction. C'est injuste pour la personne lésée et cela n'empêche pas d'avoir des nouvelles victimes. Cette justice restaurative a-t-elle déjà un impact sur la vie carcérale ? C'est un fait. Les emplois du temps et les formations se sont nettement améliorés ces dernières décennies. Et l'offre thérapeutique s'est étoffée. Mais cette méthode ne fait pas l'unanimité. Aux États-Unis, par exemple, la tendance est à nouveau au durcissement des sanctions. Parfait exemple à New York. Au début des années 1990, la criminalité y était très élevée. Le chef de la police, William Bratton, avait mis en place une stratégie zéro tolérance. Pour le moindre larcin, il infligeait des heures de travail d'intérêt général, voire carrément des peines de prison, y compris pour avoir fait des graffitis. Et effectivement, il y a eu des changements notables. Die Null-Toleranz-Strategie ist in New York als so richtiger Erfolg gefeiert worden. Die wurde ja Anfang der 90er Jahre eingeführt und dann ist auch ganz stark die Kriminalität zurückgegangen. Und diese Gleichzeitigkeit sprach erstmal so für sich. Dann ist aber zur gleichen Zeit wiederum auch in anderen Bundesstaaten und in anderen Städten die Kriminalität genauso stark zurückgegangen. Wir haben da die gleiche Entwicklung. Und das spricht natürlich eigentlich dagegen, dass Null-Toleranz-Strategie hier der wesentliche Faktor war. La criminalité recule aussi depuis plusieurs décennies en Europe de l'Ouest, malgré un système pénal très différent. D'autres facteurs sont donc peut-être à l'œuvre. Quand on n'est pas pauvre, on a moins de raisons de voler.
Et quand on est âgé, on commet en moyenne moins de crimes. Nos sociétés occidentales étant vieillissantes et aisées, ce ne sont peut-être pas les sanctions qui font baisser le nombre de crimes. Es hat auf die Kriminalität wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Einfluss. Welchen Einfluss es wirklich hat, wissen wir eigentlich nicht. It's very important to say that the best way of maintaining law and order in society is by making a stronger attempt to have our societies be just and fair. Les sanctions sont censées empêcher les délits. Mais c'est encore loin d'être le cas, car les circonstances qui conduisent au mauvais comportement sont complexes. À elles seules, les sanctions ne peuvent rien changer à ces circonstances. Il faut soutenir ceux qui s'écartent du droit chemin. Cela ne veut pas dire que les sanctions n'apportent rien. Elles assouvissent notre besoin de justice et montrent que cela vaut la peine de bien se comporter. Mais il serait dommage qu'elles constituent notre seule raison d'être quelqu'un de bien.